bonsoir à tous, merci d'être venus. C'est vrai que c'est à la fois beaucoup de monde et peu de monde, et on sait qu'on est très sollicité actuellement dans cette période électorale. Il y a ici des gens qui nous soutiennent depuis 3-4 ans que Nouvelle Donne s'est créée. Et puis voilà, il y a certainement des gens qui sont venus à l'occasion de la présence de Jean Jouzel à Rennes, qui s'est fait connaître, j'ai envie de dire, malgré nous, puisque en fait c'est un petit peu l'actualité causée par le président américain qui a fait reparler de la question du climat et de la remettre à l'ordre du jour. Et Jean Jouzel, en tant qu'expert international, a été énormément sollicité par les médias. Et donc on le remercie évidemment d'avoir accepté de venir aussi à Rennes pour parler, effectivement, en tout cas donner sa contribution par rapport au projet de Nouvelle Donne. On accueille ici ce soir Pierre Larotouroux, que certains connaissent, en tout cas les anciens qui connaissent Nouvelle Donne. D'autres ont lu ses ouvrages, puisqu'il a écrit énormément depuis une quinzaine d'années, notamment avec Dominique Modane, mais je pense aussi à Michel Rocard. Et puis donc, en tout, voilà, on voulait parler un petit peu de Nouvelle Donne, en tout cas juste donner quelques lignes de présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, à savoir que c'est un mouvement qui s'est créé il y a maintenant 5 ans, à l'issue de Roosevelt 2012. Roosevelt 2012, c'était un mouvement, un club de réflexion qui s'était créé à l'occasion de la dernière présidentielle. Et ce club de réflexion, à l'intérieur duquel il y avait Stéphane Hessel, Edgar Morin, Suzanne Georges, Michel Rocard, Pierre Larotouroux, Dominique Moeda, Cynthia Fleury, enfin beaucoup d'intellectuels, mais aussi des gens engagés dans la vie associative et publique, citoyenne, on va dire, avaient défini 15 propositions fortes qu'ils avaient présentées aux candidats de la présidentielle de l'époque. Beaucoup avaient signé, en tout cas beaucoup de citoyens, plus de 120 000 personnes en France, des signatures passant entre l'UDI jusqu'au Front de gauche, donc vraiment très très large en termes de soutien. Et puis, force a été de constater que, malgré ces signatures, en définitive, les présidentielles, en tout cas les candidats, n'ont pas repris ces propositions dans leur projet. Et donc, à l'issue de ça, un certain nombre de personnes, dont Pierre Larotouroux, ont créé une Nouvelle Donne pour mettre en œuvre ces projets. Donc ça, c'est il y a environ 5 ans. Donc, l'idée, c'était de promouvoir des solutions nouvelles et réalisables, dont on va reparler ce soir, et puis de créer un parti du 21e siècle où les adhérents ne seraient pas seulement des distributeurs de tracts, comme ça l'est un petit peu dans ce qu'on appelle nous les vieux partis. Donc le comité local 35 s'est constitué début 2013, il s'est engagé pour les européennes, et nous avons recueilli donc, en Ille-et-Vilaine près de 4% de voix, c'était un très beau premier score. Et à la suite de ça, donc, le mouvement s'est étoffé. On a participé au départemental. Au départemental, on a obtenu 7%. Encore un très très joli score pour un jeune parti, là où nous étions présents en Ille-et-Vilaine. Et puis, pendant ce temps-là, des groupes, des commissions se sont constitués pour retravailler le projet national. Donc un projet qui a été travaillé pendant 3 ans en coécriture sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce projet que donc Philippe Salmon ce soir et Xavier Debroise, donc les 2 candidats en Ille-et-Vilaine, en fait, vont représenter auprès de leur circonscription pour défendre ce projet-là au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on peut dire qu'on est très fiers du chemin réalisé, à l'abri du brouhaha médiatique, et que nous sommes ici pour partager donc, des propositions pour la France et pour l'Europe. Avant que vous puissiez interroger les invités, puisqu'il va y avoir 2 temps, un temps de présentation des idées Nouvelle Donne, et un deuxième temps de débat, pour lequel vous serez amené à questionner justement ces propositions Nouvelle Donne, on va redonner la parole à Jean Jouzel,
qui va s'exprimer dans un premier temps et suivra donc Pierre Laroutourou. Merci Jacques, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors, ça va peut-être marcher, oui. Bonsoir, donc je suis très heureux d'être là avec vous, merci. Donc effectivement je pense que si je suis là c'est aussi parce que ces aspects changement climatique dont je vais vous parler pendant quelques minutes, une vingtaine de minutes, sont au cœur du projet de Nouvelle-Donne. C'est ça qui est assez intéressant en termes d'investissement, en termes de... Finalement, la lutte contre le réchauffement climatique peut être un moteur de l'économie. C'est d'ailleurs, je crois, l'erreur de Donald Trump d'abandonner cette lutte, d'abandonner le navire, parce que c'est avant tout une erreur économique, c'est très clair. Alors, je pense qu'il peut être intéressant, et c'est ce que je vais essayer de faire assez rapidement. Donc, je pense que ça peut être intéressant de vous dire quelques mots sur... Ah, c'est ça, alors ça, c'est pas bien. De vous dire quelques mots sur l'accord de Paris. Parce qu'on parle de Donald Trump, on parle de Donald Trump qui quitte l'accord de Paris, mais c'est clair que, je pense intéressant de vous dire quelques mots sur la genèse de cet accord. Alors quand on parle de l'accord de Paris, en fait, il faut repartir de la prise de conscience du rôle des activités humaines sur le changement, disons, sur notre climat. Donc moi, j'ai vécu tout ça en tant que chercheur. Voilà, donc... disons, la prise de conscience, ce sont les années 70-80. Cette prise de conscience se traduit par une décision politique, en fait, du G7 à l'époque, George Bush père en particulier, Margaret Thatcher, donc qui crée le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Dès le premier rapport, le diagnostic est clair, il est le même d'ailleurs aujourd'hui, ça fait 27 ans. Donc on va vers le risque d'aller dans la deuxième partie de ce siècle à des réchauffements de plus de 3 degrés et des élévations du niveau de la mer jusqu'à 65 cm. Ça c'est le premier rapport du GIEC. C'est pris au sérieux. Dès en 92, la Convention climat, disons au sommet de la Terre de Rio, il y a 3 conventions qui sont mises en œuvre, qui sont lancées, celle sur le climat dont je vais vous parler aujourd'hui, la biodiversité et la désertification. Et alors, l'objectif de la Convention climat, il est très clair. En fait, qu'est-ce qu'on a comme phénomène? On augmente de façon importante, on a augmenté de plus de 40% les concentrations en gaz carbonique, plus que doublé pour le méthane, augmenté de 20% pour le protoxyde d'azote, décomposé par nos activités, en particulier par l'utilisation des combustibles fossiles pour le gaz carbonique, par les pratiques agricoles pour le méthane, le protoxyde d'azote. Ces composés augmentent dans l'atmosphère, ils ont comme propriété, disons, de laisser passer en gros le rayonnement solaire par temps clair, ça arrive en Bretagne, mais disons le rayonnement réfléchi, il y a une partie qui est absorbée, et finalement si on augmente l'effet de serre, eh bien, si on augmente la quantité de gaz à effet de serre, on augmente tout simplement le chauffage de notre planète, disons des différentes composantes du système climatique. Donc on augmente le chauffage et naturellement, si vous augmentez le chauffage, vous attendez à ce que la température augmente et d'autres phénomènes s'associent. Alors c'est le bon sens qui prévaut, disons, dans cette convention climat. C'est un objectif très simple. On va essayer on va avoir comme objectif que le chauffage arrête d'augmenter. On va stabiliser l'effet de serre. Donc voilà, avec des caractéristiques auxquelles généralement on adhère. Donc la convention climat se met en place en 92. Elle se réunit pour la première fois à Berlin en 95. C'est ce qu'on appelle les COP, Conference of Parties. Et dès au départ, on se rend compte que, si on veut stabiliser les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faut diminuer les émissions. Si on prend le gaz carbonique, par exemple, en gros, les émissions sont de 20 milliards de tonnes de gaz carbonique à l'époque. Il y en a à peu près 5 qui vont dans l'océan, 5 qui sont pris par la végétation, une dizaine qui restent dans l'atmosphère. Donc si on veut qu'il n'y ait pas d'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, il faut diminuer les émissions. Donc ça, c'est compris dès au départ, de façon assez claire par nos décideurs politiques. Disons que ce sont des décideurs politiques, des négociateurs qui se retrouvent dans la Convention climat. Et c'est le protocole de Kyoto, la 3e COP, et avec déjà une décision disons, les pays développés s'engagent à diminuer leurs émissions.
Alors l'engagement est pour la période 2008-2012 par rapport à 90, diminution de 5%. Le protocole de Kyoto est bien dimensionné par rapport aux problèmes tels qu'ils se présentaient à l'époque. Là où ça ne va pas, et on est malheureusement dans le même cas de figure, c'est que les États-Unis ne le ratifient pas. Dans le cas présent, ils le ratifient. Ils ne le ratifient pas. C'était à l'époque le premier pays émetteur, et c'est ça qui fait en gros l'échec du protocole de Kyoto. Alors, une deuxième, il y a 3 conférences emblématiques. Alors la suivante, disons tristement emblématique, c'est celle de Copenhague. Alors pourquoi? En fait, c'est la 15e en 2009. Tout le monde s'est mis d'accord pour qu'en 2009 soit mis sur pied un accord pour l'après 2012, à partir de 2013, puisque la première phase du protocole de Kyoto se termine. Cette réunion est un échec, puisqu'il n'y a dans le protocole de Kyoto, dans l'accord de Copenhague, que l'Europe et quelques autres pays engagés. Ça ne représente que, disons, que 10 à 15% des émissions. Mais c'est quand même intéressant pour 2 points, 2 décisions qui sont prises, en tout cas qui sont inscrites dans l'accord. C'est qu'on passe d'un accord avec un objectif qualitatif. Dans la Convention climat, on dit qu'on va stabiliser l'effet de serre, on ne se fixe pas d'objectif. C'est à partir de Copenhague et à la suite en Paris qu'on se fixe un objectif chiffré, disons, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Alors, et puis aussi, c'est à Copenhague que les pays développés, disons, promettent de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars par an pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter à partir de 2020. Donc c'est dans ce contexte que se présente la conférence de Paris. Alors pourquoi la conférence de Paris est-elle importante? Pas parce qu'elle a eu lieu à Paris, mais parce qu'elle est là aussi, c'est une question de calendrier, c'est-à-dire que tous les pays de la planète sont signataires de la Convention climat. Pratiquement, donc tous les pays s'étaient mis d'accord. Si on veut un accord pour l'après 2020, à partir de 2020, il faut qu'il soit bouclé en 2015. Et donc là, le président Hollande a choisi de se porter candidat, et cette réunion a eu lieu à Paris. Donc j'y reviendrai, mais je crois qu'il est intéressant de revenir un peu sur quelques aspects scientifiques. En fait, cette conférence, cet accord de Paris, s'est complètement appuyé, cette fois sur le 5e rapport du GIEC. Donc je vous ai parlé du premier, je vais vous parler directement du 5e. Même un peu au-delà, puisque, voilà, où en sommes-nous du point de vue climat? Eh bien, d'abord, le climat se réchauffe, vous voyez, donc ça, ce sont les 50 ou les 60 dernières années. Vous voyez ce réchauffement important, en particulier au cours des 3 dernières années. Les années en rouge, ce sont les années El Niño, c'est-à-dire des années, et c'était le cas de l'an dernier, où l'océan Pacifique, une partie de l'océan Pacifique est nettement plus chaude que sa valeur moyenne. C'est un phénomène naturel. À l'inverse, les années en bleu, c'est le phénomène El Niño, c'est le contraire. Et puis les années neutres, où il n'y a rien qui se passe de spécial sur le Pacifique, sont les années jaunes. Alors évidemment, les années rouges, les années El Niño sont généralement au-dessus de la tendance moyenne, mais vous voyez que l'on regarde l'ensemble des années où spécifiquement les années El Niño ou El Niña, eh bien, il y a vraiment un réchauffement, c'est très clair. Donc, il y a eu en fait toute une série. 2016 a vraiment été très très chaud. Donc, évidemment, 2017 va probablement être un peu moins chaud que 2016, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas rester sur ce rythme qui nous emmènerait à un réchauffement de 10 degrés à la fin de ce siècle. Évidemment, j'espère que non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'effet de serre, donc je vous ai dit qu'on ajoutait de la chaleur, on augmente le chauffage. En fait, de cette chaleur supplémentaire, il n'y en a que 1% qui est utilisé par l'atmosphère. Donc c'est important de regarder ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est ce qu'on vient de faire, parce que c'est là où on vit. Mais si vous voulez vraiment tester la réalité du réchauffement climatique, c'est bien d'aller voir dans l'océan, parce que l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. C'est ça qui est important. Et en fait, là, le diagnostic est vraiment très clair. Alors, vous voyez, donc il est très clair, en particulier à travers l'élévation du niveau de la mer, 3 mm chaque année, elle s'accélère. De ces 3 mm, il y a à peu près 1 mm qui est lié à la dilatation de l'océan. En fait, la chaleur rentre dans l'océan et puis ça provoque une dilatation. Ça équivaut à peu près 1 mm chaque année. Et puis, disons qu'il y a une autre partie qui est liée à la fonte des glaces. Donc là, on voit la diminution des glaces de mer, de l'enneigement. Et la fonte des glaces, en particulier du Groenland et de l'Antarctique, et ça correspond à peu près pour 1,5 mm à la moitié de l'élévation du niveau des mers. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers la fonte des glaces et la dilatation de l'océan, l'expansion thermique, on a vraiment
deux indications, une double indication du réchauffement climatique qui est bien là. Alors non seulement on dit que, ça je prends les termes du GIEC, le réchauffement est sans équivoque, et une large part, on attribue en fait sans précédent, et qu'une large part de ce réchauffement est déjà liée aux activités humaines. En fait, si nous n'avions pas, disons, d'augmentation des gaz à effet de serre, nous serions plutôt en période de léger refroidissement. C'est clair que l'essentiel du réchauffement, disons qu'on a connu depuis notre jeunesse ici, les années 60, moi je suis, comme vous le savez, natif tout près d'ici, il y avait de la neige dans ce temps-là, mais de temps en temps. Les années 60 étaient à peu près 1,5 degré plus froide qu'aujourd'hui en Bretagne. Donc c'est perceptible, pas dangereux, mais c'est vraiment perceptible à l'échelle d'une génération. Alors ce vers quoi on va, il n'y a pas de... C'est le bon sens là aussi. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on risque d'avoir un réchauffement important. Donc vous voyez, le scénario-émetteur, c'est si on ne fait rien. En 2100, vous voyez, donc des réchauffements, on va vers des réchauffements de 4 à 5 degrés en 2100, et c'est loin d'être, c'est pas du tout stabilisé. En fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tout faire pour éviter. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la différence de température entre la dernière période glaciaire et aujourd'hui. Mais ça se passerait si nous allions vers ce scénario 50 à 100 fois plus rapidement que de façon naturelle. C'est ça le problème, la rapidité du réchauffement. Alors, il y a des conséquences dans différents domaines, en fait, dans le GIEC, nous classons ces conséquences en 5 catégories, je reviendrai dessus. Ce que je vous demande de regarder, en fait, vous voyez, on va d'indétectable, moyen, élevé, très élevé, mais il n'y a pas de surprise, hein. Si vous êtes vers 4-5 degrés, eh bien, quels que soient les impacts que vous regardiez, eh bien, on est, disons, dans les conséquences élevées, très élevées. Vous voyez que c'est ce qui se passe déjà actuellement. Le réchauffement est plus important, vous voyez ces valeurs sombres, il est 2 fois plus important en Arctique qu'il l'est en moyenne globale. Donc ça, c'est aussi un phénomène. Quand on parle d'un réchauffement de 2 degrés, 3 degrés, c'est pas 2 degrés, 3 degrés partout. Il y a des régions où le réchauffement est plus important. Alors de quoi on parle quand on parle des conséquences ? Donc voilà, les catégories sont des choses qui sont souvent évoquées, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais dans l'océan, il y a de véritables problèmes. En particulier, alors c'est pas lié directement à l'effet de serre, c'est lié au fait que le gaz carbonique est un acide faible. L'océan s'acidifie, il est 30% plus acide qu'il n'était au début du siècle dernier, et dans le cas d'un scénario émetteur, il serait 2 fois plus acide à la fin de ce siècle qu'il n'était au début du siècle dernier. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que tout ce qui est formé de calcaire, alors tous les coquillages qu'on aime bien, les huîtres, tout ça, et en particulier aussi les récifs coralliens, ont plus de mal à se former. D'autant plus que les récifs coralliens n'aiment pas non plus qu'on leur change la plage de température dans lesquelles ils vivent, et donc il y a des blanchiments de coraux extrêmement importants, en particulier cette année. Voilà, donc l'océan sera vraiment mis à mal. Les extrêmes climatiques, alors les sécheresses, ça peut toucher par exemple le pourtour méditerranéen, plus important, des inondations dans d'autres régions, des canicules, des cyclones plus intenses. Les populations, c'est la 3e catégorie, donc là on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau qui seront difficiles dans certaines régions. Il y a bien sûr un lien entre réfugiés climatiques et difficulté d'accès à l'eau, la sécurité alimentaire qui en découle, et puis la sécurité au sens sécuritaire du terme. Par exemple, il y a beaucoup de discussions sur la Syrie actuellement. Disons, l'origine, dans les années 2000, il y a eu 4 à 5 années de sécheresse très, très claire en Syrie, d'ailleurs au Moyen-Orient, et ça a conduit à peu près à plus d'1 million d'habitants à migrer, à déménager des campagnes syriennes, on ne va pas parler de migrants climatiques, mais à déménager des campagnes syriennes vers les villes. Et certains politologues attribuent, en tout cas, c'est un des facteurs déstabilisants pour des régions comme celle-là. Bien sûr, il y en a d'autres, c'est pas le problème. Voilà. Ensuite, dans la 4e catégorie, il y a beaucoup de problèmes environnementaux. Quand on parle de climat, il y a d'autres problèmes environnementaux, c'est très clair. Mais ces problèmes, eh bien, ils sont exacerbés de façon très claire par le réchauffement climatique. C'est le cas de la perte de biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces dont la capacité de déplacement serait inférieure dans le cas de scénario émetteur à la vitesse, à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc les écosystèmes, la pollution, il sera plus difficile d'y faire face, bien sûr. Vous voyez. Voilà, et puis la dernière série, les problèmes santé-environnement, les phénomènes irréversibles, niveau de la mer, près de 1 mètre dans ce cas-là à la fin du siècle, et puis le risque de 7 mètres à l'échelle millénaire de fonte du Groenland, et nous y reviendrons, mais même dans le cas du scénario à 2 degrés, eh bien, disons que le niveau de la mer montera de 40 cm, la fonte du permafrost, et ça se poursuivra jusqu'à 1 mètre dans le siècle prochain. Je dis aussi que notre pays n'échappera pas
aux conséquences du réchauffement climatique. Alors très brièvement, donc tout le monde, quand disons, les politiques comprennent ce message et se disent, eh bien, effectivement, on va prendre des mesures pour un scénario sobre et rester en deçà de 2 degrés. Donc ça, c'est l'accord de Paris, avec cette idée qui est très claire, c'est que si on réussit à limiter le réchauffement climatique, eh bien, on pourra s'y adapter pour l'essentiel. Je ne l'ai dit pas pour tout, la mer, le niveau de la mer va continuer à s'élever de façon inexorable. Donc c'est parce que là, dans ces cas-là, on voit bien que les effets du réchauffement climatique sont indétectables plutôt dans cette zone. Donc évidemment, mais maintenant, quand on se retourne vers les scientifiques, on leur dit, bon, on va rester en dessous de 2 degrés, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le diagnostic est très clair. En premier lieu, il faut laisser l'essentiel des combustibles fossiles là où ils sont. Donc on a à disposition, on peut exploiter que 20%, si on veut rester en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, c'est encore moins. Moins de 20% des combustibles facilement accessibles, ça représente une vingtaine d'années au rythme actuel. On voit bien la difficulté, et c'est dans ce contexte que se passe la conférence de Paris. Et bien sûr, il faut aussi jouer sur les autres gaz à effet de serre. Ça, c'est dans l'hypothèse où les autres gaz à effet de serre n'augmentent pas. Donc s'ils augmentent, eh bien, ça laisse encore moins de latitude en termes de développement d'émissions de gaz carbonique, donc d'utilisation des combustibles fossiles. Donc c'est vraiment dans ce contexte que se place la conférence de Paris. Il y a eu, disons, la Convention climat a complètement changé son fusil d'épaule entre Kyoto, Copenhague, puis Paris. Kyoto, Copenhague, disons les Nations Unies, en gros, la Convention climat essaye de fixer des objectifs pour les pays développés. En gros, voilà, vous devriez diminuer de temps. On voit que ça ne marche pas, donc là, on prend l'approche inverse. Et la Convention climat, c'est la feuille de route de Durban, demande aux pays ce qu'ils envisagent de faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. C'est vraiment l'approche inverse. Et c'est ça qui explique, bien sûr, le succès de la conférence de Paris, puisque, qui a fait de l'accord de Paris un accord quasi universel. Donc, en fait, tous les pays ont signé, sauf la Syrie et le Nicaragua, pour des raisons différentes. La Syrie, parce que c'est le bordel, le Nicaragua, parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez ambitieux. Donc, voilà. Tous les pays ont signé, alors pas tous l'ont encore ratifié, mais les États-Unis ont ratifié. Dans les grands pays qui n'ont pas encore ratifié, il y a la Russie. Alors, bon, les points importants de la conférence de Paris, donc, c'est quand même, ça s'est vraiment appuyé sur le 5e rapport du GIEC, il y a un succès logistique à la sécurité. C'était 15 jours après le Bataclan, c'était pas si simple. Moi, je tire mon chapeau à l'organisation elle-même, simplement du point de vue logistique. Un succès diplomatique. Donc moi, j'ai accompagné, c'est vrai, j'étais avec le président de la République le premier jour, au moment de l'accueil, disons, de tous ces chefs d'État. Il y avait 150 chefs d'État et de gouvernement, c'était vraiment très prenant. Alors cet accord quasi universel, donc il a été ratifié par plus de 55 pays représentant plus de 55% des émissions, même si les États-Unis le quittent, et donc il sera mis en œuvre. Donc Emmanuel Macron l'a répété, on ne va pas rediscuter l'accord de Paris. Alors le point qui est... Alors les points négatifs, ce sont les points rouges. Il faut bien voir qu'on demande, l'intérêt de demander aux pays ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'une fois qu'ils l'ont dit, et comme personne ne discute les engagements, on comprend bien que les pays ont signé. Mais quand vous faites le total des engagements, on est loin du compte. Et c'est ça le problème de l'accord de Paris, et d'ailleurs de la sortie de Trump, j'y reviendrai, puisque, évidemment, les engagements sont significatifs, mais insuffisants. C'est-à-dire que même si tout le monde respectait ses engagements, eh bien, on a à peu près 35 à 40% en trop d'émissions à horizon 2030. C'est très important d'avoir ça en tête. Mais ça, c'est inscrit dans l'accord de Paris. On ne découvre pas ça, c'est clairement les chiffres que je donne, 55, 40, c'est dans l'accord de Paris. Et l'accord de Paris dit qu'il faut absolument relever l'ambition. C'est l'objectif des prochaines discussions. Mais comme je le dis ici, on voit bien que si le fait que Donald Trump s'est retiré ou se retire, c'est ce qu'il va faire, on va voir le processus maintenant, évidemment ça rend difficile, ça rendra plus difficile de demander aux autres pays, bien sûr vous avez déjà fait pas mal, mais il faut faire mieux, et on voit bien la difficulté de cette démarche dans un contexte où le deuxième pays émetteur n'est plus là, à quitter le navire, on voit bien cette difficulté. Donc c'est probablement une des conséquences les plus difficiles, auxquelles il est plus difficile à faire face, c'est qu'il y a un dynamisme qui s'était mis en place de solidarité internationale qui est réellement brisé par la décision de Trump. Donc voilà les autres points, je pense que je ne peux pas être trop long.
Alors cette clause de révision existe, il y a une importance accordée à l'adaptation. J'y reviendrai sur l'implication du secteur financier. Il y a une forte mobilisation de la société civile, voilà, donc j'ai remarqué ça. Donc nous étions invités, j'étais invité tout à l'heure, disons, à l'Élysée au titre de la société civile. On a eu une discussion sur le climat avec donc Emmanuel Macron, Le Drian, Nicolas Hulot cet après-midi. Donc cette idée de rôle important de la société civile est toujours là. Il y a eu des avancées significatives sur la promesse des 100 milliards, même si on est moins du compte encore. Alors, les points les plutôt négatifs de l'accord, c'est la faiblesse des engagements d'ici 2020. Il faut faire tout de suite. C'est la forme de l'accord, il n'est effectivement pas contraignant. Donc, on peut en sortir, mais ça, c'est le cas. On peut aussi ne pas respecter ses engagements. C'est aussi une autre façon de le quitter. C'est un peu un risque. Il y a une absence de discussion sur le prix du carbone, on commence à en reparler, mais on voit bien que si on veut vraiment, et sans pour en discuter, lancer un vrai mécanisme d'énergie renouvelable, eh bien il faut des moyens financiers, et des façons de le faire serait de donner un prix au carbone. Donc voilà, mais ça, il y a un refus de s'engager aussi pour le maritime et l'aérien, qui refusent obstinément de s'engager, et ça c'est vraiment un manque d'élégance, quoi qu'il y ait eu un peu des engagements de but. Alors, ce que nous laisse Donald Trump, je l'ai déjà dit, c'est une difficulté pour les discussions futures. C'est bien sûr une difficulté parce que les États-Unis représentent quand même de l'ordre de 15% des émissions. On verra ce qu'ils font parce qu'il y a des États, des secteurs économiques qui vont quand même continuer. Et puis, bon, moi j'ai été très marqué par le manque de solidarité de Donald Trump. C'est très clair par rapport à, bon, pour moi, disons l'accord de Paris, c'est avant tout un accord de solidarité internationale, c'est très clair, et je pense qu'il s'est complètement mis hors jeu de la scène mondiale. Je redis, du point de vue économique, c'est vraiment pas... Je ne crois pas du tout que sortir de l'accord de Paris soit, disons, un gage de développement économique aux États-Unis, surtout pas, c'est plutôt le contraire. Mais j'ai été très marqué par la façon dont il a fait l'annonce en se coupant vraiment du reste du monde. Quand on voit Donald Trump dire l'aide qui a été promise par Obama, disons, on ne continuera pas ce soutien aux pays, disons, sur les aspects climat, aux pays en voie de développement, qui était inscrit dans l'accord de Paris, c'est quelque chose d'assez terrible. Je pense que je vais arrêter là pour ne pas être trop long. Voilà. Merci beaucoup. Sans transition, donc Pierre Larrouturou. Je voudrais d'abord remercier Jean Jouzel, qui fait toujours des exposés aussi passionnants. C'est la première fois que je l'entends en vrai, mais j'ai souvent regardé ses vidéos. Il est trop modeste pour dire, enfin, voilà, je suis embêté d'en parler devant lui, mais c'est vraiment un scientifique de top niveau. Il y a des gens qui sont de très bons scientifiques, mais qui n'apportent rien de décisif à leur science. Or, toutes les courbes qu'on a tous connues, qu'on connaît tous, dès qu'on voit un bouquin ou un film sur la question du climat, le lien entre la concentration en CO2 et la température du globe, Jean est dans les 2 ou 3 scientifiques qui ont vraiment qui ont prouvé après des mois et des années de travail qu'il y avait bien un lien que personne ne pouvait contester, et c'est vraiment, ils ont apporté un déclic. C'est pas pour rien, c'est la médaille d'or du CNRS, et c'est aussi reconnu au niveau international, c'est que c'est un des scientifiques français dont on peut être les plus fiers. Donc merci beaucoup, non mais sans rien, malgré ton emploi du temps d'être venu, il reprend le TGV demain matin à 6h pour repartir à d'autres réunions demain à Paris. Jacques disait qu'à Nouvelle Donne, on essayait de faire la politique autrement. Eh bien, c'est une façon de faire la politique autrement. C'est d'habitude, dans les meetings politiques, il y a une personne qui cause toute seule pendant 1 heure, qui met 80% d'énergie à taper sur les concurrents, et on l'applaudit, puis après ça, on s'en va. Tandis qu'à Nouvelle Donne, on essaye de